Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, un seul thème. Africatech, L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je suis Moïse Self pour ce nouveau numéro d'Africatech, l'émission qui met en avant la technologie de l'Afrique. Alors comme vous le savez, nous commencerons par l'agenda de la semaine avec la Minute Click, puis nous écouterons dans la Minute Décryptage Imen Talamali, doctorante en intelligence artificielle à l'université de Béjaïa dans un entretien où elle nous parle des grands modèles de langage et le métier de prompt engineer en Afrique. Nous terminerons par le débat virtuel avec nos chroniqueurs du jour sur le Sénégal qui va bientôt lancer GainDeSat 1A, le premier nanosatellite du pays. Mais avant de passer à la Minute Click, laissez-moi vous présenter ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. Alors je serai avec Joseph Aanda du Cameroun, chroniqueur à Ifriqiya FM. Bonjour Joseph. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Je serai aussi en compagnie de Benjamin Monsu de la Guinée équatoriale. Benjamin, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Et pour terminer, Karen Novelé du Mozambique, également chroniqueuse à Ifriqiya FM. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour à nos chers auditeurs. Alors je vous remercie d'avoir répondu une fois de plus à mon invitation. C'est un plaisir. Maintenant, place à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Le Togo lance Nanatech pour former 1500 femmes entrepreneurs au métier du numérique et booster leur rendement grâce au digital. Sénégal. Le Sénégal lance bientôt GainDeSat 1A, premier nanosatellite du pays pour collecter les données météorologiques et capturer des images. Djibouti. Djibouti lance un système de gestion de flotte pour optimiser le transport de marchandises vers l'Éthiopie, soutenu par l'Union européenne. Côte d'Ivoire. Yango offre une formation gratuite en analyse de données en Côte d'Ivoire pour stimuler l'innovation numérique et l'emploi. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Maintenant, recevons la doctorate de l'université de Béjaïa, Imen Talamali, pour la rubrique Décryptage dans laquelle nous discutons des grands modèles de langage ainsi que le métier de prompt ingénieur. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons d'intelligence artificielle, plus précisément de LLM, en compagnie de Imen Talamali, doctorante en intelligence artificielle à l'université de Béjaïa pour notre rubrique Décryptage. Alors, je le rappelle, la Minute Décryptage, c'est la rubrique découverte de notre émission. Elle traite des sujets technologiques, elle vise à simplifier, rendre accessible à tous la connaissance et la compréhension de la technologie. Alors, bonjour Imen. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci à toi de revenir parce que ce n'est pas la première fois. Et c'est un plaisir de t'avoir une fois de plus avec nous. Plaisir partagé. Très bien. Alors, on parle d'intelligence artificielle, de LLM, de prompt engineering. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation qui regroupe les trois termes, les trois expressions? D'accord, je dirais en fait les LLM, si on utilise le terme complet, ça serait Long Language Model. C'est en fait un des modèles utilisés en intelligence artificielle. Pourquoi on l'a catégorisé dans l'intelligence artificielle? Parce que il est fait à base de réseaux neuronaux qui font partie de l'intelligence artificielle car ils sont un modèle fait en informatique basé sur les neurones du cerveau humain. Donc c'est ce qui fait de ça une intelligence artificielle. Et puis voilà, donc c'est un modèle qui permet de traiter des textes de langage naturel. Donc qui a été entraîné sur de larges, on dit langue parce que il a été entraîné sur une large gamme de données ou des données énormes, même une big data, on va dire big data, et pour pouvoir traiter du texte. Si on devait donner par exemple un truc révolutionnaire
dernière qui est, on va dire, d'actualité actuellement. Donc, on parle de ChatGPT, qui a été entraîné sur ce type de modèle et qui permet en fait d'un être humain de discuter avec lui et en fait de lui donner une phrase et par la suite des phrases ou des mots-clés et par la suite il les traite et il nous rend une réponse sur la base qu'il a compris. Et justement, on parle d'une discussion entre un homme et un programme. Exactement. Interaction homme-machine. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs simplement comment est-ce que ça fonctionne? Parce que de ce que l'on sache, jusqu'à preuve du contraire, un ordinateur, ça comprend que des 0 et des 1. Exactement. En fait, les ordinateurs, donc, ils comprennent des 0 et 1, effectivement. Et en fait, pour arriver à ces 0 et 1, généralement, les langages informatiques, si on cite par exemple Java, Python, donc c'est des langages, mais qui qui sont interprétés par la suite par des compilateurs qui les traduisent en 0 et 1. Tu me diras, mais nous, on va parler en langage naturel avec le robot. Donc, je te dirais que, en fait, ce programme, ce modèle, donc, il a été développé avec un langage informatique et, par contre, il a été entraîné sur les données. Donc, lui, il comprend les données, il les traduit lui-même pour pouvoir te donner les résultats selon ce qu'il a compris. En fait, l'avantage d'un tel programme, par exemple, par rapport à utiliser juste un mot ou deux mots, c'est que, parce tu me diras, on peut, par exemple, faire comme un dictionnaire. Donc, si j'ai le mot, par exemple, je commence, donc ça me fait, oui, ça veut dire on commence quelque chose. Mais l'avantage d'un LLM, c'est qu'il va prendre tout le contexte de la phrase. Il va pas juste prendre un mot. Comme l'ancienne version de Google Traduction. Exactement. Quand avant on traduisait mot par mot, mais grammaticalement, on va dire, ça donnait pas une phrase complète. Mais maintenant, avec les LLM, donc il prend en considération tout l'environnement. Et les LLM demandent beaucoup de données, beaucoup de data pour... Énormément de données. Comme on disait au début, en fait, c'est de la big data généralement. Et c'est des données énormes. Pourquoi beaucoup de données? Parce que si on a peu de données, donc on n'est pas vraiment... on ne va pas faire un apprentissage très cohérent. Parce que ça sera pas... Il connaîtra pas tout. Comme un enfant, par exemple, il connaît, si tu lui dis un mot qui veut dire quelque chose, tu changes la phrase, pour toi, il a compris, sauf qu'il a pas compris, parce que ça n'a pas la même sens. Oui, exactement. Exactement. Donc donc c'est comme on va dire, c'est comme un bébé ou un enfant qui grandit, qui apprend au fur et à mesure. Il faut savoir aussi que même quand on communique avec lui, nous, actuellement, il continue à apprendre. C'est pour lui, c'est des nouveaux inputs et de nouvelles données en entrée. Est-ce qu'on devrait une rébellion des ordinateurs? Ça fait quand même peur et ça fait un peu surnaturel. Oui, c'est possible. Mais je pense que peut-être pas tout de suite, mais... Donc la possibilité existe. Exact, c'est pour ça il faut faire très attention avec ce qu'on parlait. On revient un peu, on n'a pas parlé trop du prompt engineering et c'est qui le permet. Il joue un rôle énorme dans ce genre de modèle. Justement, c'était ma prochaine question. Oui. À quel niveau est-ce qu'intervient un ingénieur de prompt ou un ingénieur prompt dans la construction d'un LLM? Peut-être vous venez de parler de sécurité. Comment est-ce que ça fonctionne? Généralement, lui, il commence par à la phase test, on va dire, où il peut travailler dès le début. En fait, son objectif, beaucoup plus, c'est de lui envoyer des requêtes, et ces requêtes-là, en fait, ils vont pouvoir voir, il va analyser par la suite, est-ce que ces réponses sont cohérentes et sont possibles aussi. On parlait dans la dernière émission de l'éthique, de l'intelligence artificielle. Oui, et voilà, donc ça permet de voir si ces réponses sont correctes, si sont éthiques, ça rentre dans le cadre, c'est pas aussi dangereux aussi, parce que comme on sait aussi que ces outils-là peuvent être, comme ils permettent d'optimiser du temps, ils peuvent aussi être utilisés pour des trucs malveillants. S'ils sont mal utilisés. Ils sont mal utilisés. Donc on doit s'assurer aussi que ce robot qu'on a en face, avec qui on discute, ne donne pas des réponses qui permettent de faire des trucs malveillants ou de devenir mauvais ou de mauvaises réponses. Oui, donc on a 3 choses qu'il faut éviter. Donc celui qui fait le prompt engineering donc va le tester au fur et à mesure, en lui donnant des requêtes et en lui permettant en quelque sorte de s'améliorer aussi, de lui dire ça c'est faux, ça c'est correct, etc. Dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire sur le continent africain,
qu'on est loin d'avoir un équivalent de ChatGPT? En fait, c'est possible. La difficulté reste dans la donnée et la langue aussi, parce que actuellement, les modèles qui sont disponibles, on va dire, qu'il faut construire notre propre modèle, j'ai envie de te dire, en Afrique, parce que les langues vont être différentes, et donc il va falloir construire notre propre base de données, et donc la construction des bases de données, c'est ce qui prend plus de temps. Donc on a la partie base de données. Une fois que tu as une base de données prête et fiable, donc il va falloir aussi avoir le budget, les ressources. Oui, parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et surtout beaucoup de matériel, de supercalculateurs et puis voilà, qui n'existent pas forcément partout, qui coûtent cher et qui permettent, mais tout est possible et tout est réalisable. Oui, effectivement. Il y a, je pense que ça fait 1 mois ou 2, au Bénin, l'Agence nationale des systèmes informatiques avait organisé une compétition sur l'intelligence artificielle où les participants devaient présenter un projet, un MVP, d'un modèle qui était capable d'apprendre, de communiquer en langue locale. Oui. Et pour arriver là, je pense qu'ils avaient eu un gagnant, si je me trompe pas. Oui. Mais après, pour le perfectionner, pour faire du data mining, c'est-à-dire la récolte de données, ils ont appelé tout le monde à venir poster sur investir en quelque sorte sur l'outil. Sur l'outil en donnant des phrases en langue locale, que ce soit par écrit ou par vocal. Personnellement, moi, je trouve l'initiative louable et je me dis pourquoi pas un projet commun à tout le monde, parce que vous venez de le mentionner, en Afrique, la diversité de langues peut être, je pense, un problème, surtout au niveau de la récolte des données. Chaque localité a sa langue, a sa dialecte, et c'est nécessaire, je pense. Exactement, c'est nécessaire, c'est très important. Après, je peux dire aussi, donc on peut utiliser aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir nos propres données. Par exemple, utiliser, pourquoi pas, pour préparer les données, des traducteurs basés sur l'intelligence artificielle qui permettent un peu de, si on fait l'apprentissage sur une langue, on peut essayer de préparer nos données en faisant des traductions. Par contre, il faut faire très très attention parce que ça reste très dangereux quand même, que ça soit mal interprété ou mal fait. Mais on peut toujours aussi utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de d'autres projets d'intelligence artificielle pour optimiser le temps. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches, c'est que le métier de prompt engineering, il est nouveau, il est venu avec les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle, ce qui fait que il est premièrement assez rare et il est très, il paye bien. Oui, très bien rémunéré. Il paye très bien parce que la demande, elle est énorme. Non, et je pense qu'il n'y a pas aussi assez de candidats, assez de gens qui ont assez de recul sur ça. Exactement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir aussi de la patience pour tester et voir à chaque fois, tu lui envoies des requêtes, analyser le résultat et voilà. Et après, faut avoir de la patience et faut être curieux pour pouvoir tester toutes les tests possibles et savoir exactement tous les domaines du coup. Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez partager un dernier mot pour nos auditeurs par rapport à l'intelligence artificielle sur le continent africain? Donc alors, si je disais, je pense qu'il y a du chemin à faire, mais tout est possible. Avec l'intelligence artificielle et en utilisant l'intelligence artificielle, donc on pourra toujours avancer et pourquoi pas un jour, Inch'Allah, arriver au même niveau que les autres continents. Mais c'est possible, faut juste s'y mettre et puis voilà. Et l'intelligence artificielle reste de nos jours un atout très 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 important. Et si les pays africains veulent vraiment se développer, donc à travers l'intelligence artificielle, ça permettra que d'optimiser le process et d'aller plus vite. Très bien, merci beaucoup Imen d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et ce sera tout pour notre rubrique décryptage. On se dit à tout de suite pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Africa Tech, la minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech. Chers auditeurs, mes invités et moi sommes de retour pour le débat virtuel, la dernière rubrique de notre émission. Africa Tech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa Tech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech.
Alors, le Sénégal lance bientôt GainDeSat 1A, le premier nanosatellite du pays. Il servira à collecter les données de météo et capturer des images. Vos premières réactions, Joseph? Fantastique. C'est magnifique de voir que un État a décidé de prendre en main sa souveraineté spatiale. Très bien. Moi aussi, je trouve une très très bonne initiative parce que aussi ça va encourager à d'autres pays africains aussi à développer quand même et à entrer dans ce domaine spatial. Benjamin? Oui, c'est très intéressant, c'est très fantastique. Je suis heureuse d'être africain. Tu vois. On est en train de parler qu'on va avoir notre premier satellite envoyé pour un pays africain. Donc, c'est une très bonne initiative. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que ce projet peut motiver les jeunes à choisir le pays au lieu de l'étranger? Moi, je trouve que oui. Bon, d'abord c'est une bonne initiative. Oui, donc d'abord c'est une bonne initiative et ça va attirer quand même des yeux, plus des intérêts pour savoir quand même qu'est-ce que c'est le domaine spatial, quelles sont les études à faire pour entrer dans ce domaine, comme le marché international est en train aussi de digérer. Donc je trouve que plus pour les jeunes, la jeunesse, ça va quand même encourager à entrer dans un nouveau domaine de spécialisation. Et aussi, c'est un prestige quand même, j'imagine maintenant pour ces groupes d'ingénieurs qui sont en face de tous ces projets. C'est un prestige pour eux quand même d'être en face à ces grands projets. Et aussi, ça va motiver à des nouvelles générations quand même parce que je trouve qu'à partir de cette groupe-là, parce que à partir des recherches, j'ai vu que c'était un groupe des ingénieurs qui étaient envoyés dans une université en France, Montpellier, à Montpellier. Le centre spatial de Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des ressources humaines qui sont en train d'être engagées aussi, qui vont bénéficier à courte longue place délai au pays quand même. Je trouve que ça apportera à une très très bonne chose, je pourrais dire. Très bien. Joseph? En tant que tout être humain et particulièrement africain, on veut tous marquer l'histoire. Et c'est ce que ces jeunes ont fait. En mettant en place cette fusée, ils l'ont construite de leurs mains. Ils ont eu la chance d'être accompagnés au travers d'une formation que, comme Karine l'a si bien dit, au niveau de l'université de Montpellier, d'après ce que le professeur Faye a dit dans le coordinateur du projet spatial. C'est très important de voir que la jeunesse est capable de se mobiliser pour pouvoir mettre en place de tels projets. Non pas seulement dans le cadre de la conception, mais également dans le cadre de la fabrication et de son opérationnalité, parce qu'ils sont occupés de presque toute la chaîne du projet. Oui, effectivement, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, ça permet également aux plus jeunes de rêver. Pourquoi pas? Puisque des jeunes Sénégalais ont pu construire une fusée. Pourquoi pas être peut-être le prochain Sénégalais à pouvoir mettre le pied sur la Lune? Donc, d'une certaine manière, oui, j'estime que voilà, ça pourrait encourager les jeunes à faire le choix de rester au pays et voilà, de permettre à ce qu'on puisse tous construire notre pays, particulièrement l'Afrique et en particulier le quartier qui est le Sénégal, particulièrement pour les Sénégalais. Oui. Voilà. Benjamin, à quoi est-ce que tu réponds à la question? L'idée d'écrire ton nom aux étoiles, c'est très attractif. Nous sommes en train de parler que Sénégal va laisser son casse à l'espace. Il y aura quelques appareils qui appartiennent à l'Afrique grâce au Sénégal. Tous les jeunes, tous les groupes de jeunes personnes qui étaient dans les projets là, ils ont en train, je ne peux pas arriver à m'exprimer par rapport à comment ils se sentent avec l'idée de construire et lancer une fusée. Alors, juste pour préciser, la construction, elle a été faite effectivement par des ingénieurs sénégalais, mais le lancement, ça sera avec SpaceX qui est aux États-Unis. Mais la construction, c'est-à-dire de la phase 0 jusqu'à la phase terminale, tout a été fait par des ingénieurs sénégalais. Oui. Mais vous savez, on dit qu'on est content parce que les jeunes vont être intéressés, ça va créer de l'emploi, mais il y a un problème que l'Afrique a souvent rencontré, même jusqu'à ce jour rencontre, c'est la fuite des cerveaux. Parce que il faut qu'on se rende à l'évidence. Le domaine spatial, c'est un domaine qui est encore très timide en Afrique. Il est presque inexistant. Je pense que les pays avec un projet spatial se comptent. Oui, c'est le bout des doigts en Afrique. Sur le bout des doigts. Et ce qui fait que, et même
même en Europe, il y a un manque d'expertise dans le domaine. Il y a toujours cette interdépendance qui fait qu'une fusée qui est construite, par exemple en Europe, peut se faire lancer en Asie ou en Amérique. Donc ça montre à quel point la demande, elle existe, elle est forte. Du coup, lorsque le Sénégal envoie en formation un jeune dans le domaine, dans les métiers de l'espace, avant même qu'il puisse terminer sa formation, il a déjà des demandes au niveau international. Du coup, quels sont selon vous les mécanismes que le gouvernement sénégalais pourrait utiliser, proposer pour garder les jeunes au pays? La rémunération qui va avec. Il faut parler. Bien sûr. Il faut être très direct. Lorsque vous êtes dans un domaine très technique et poussé, forcément que vous allez faire face à des personnes qui vont comprendre que vous êtes une personne à part, vous êtes une personne qui est en mesure de pouvoir leur permettre d'aller plus loin dans leur recherche. Vous êtes courtisé. Nous sommes dans une économie capitaliste, et la loi de l'offre et de la demande. Tout à fait. Ouais. Donc, si un organisme ou un État se rend compte que, voilà, tu peux les aider, on prend un cadre hypothétique, c'était peut-être Karen. Si Karen fait face à une offre alléchante et elle se rend compte que son pays n'est pas en mesure de pouvoir lui permettre d'avoir cette même offre-là, en fonction de ses principes, de ce qu'elle estime qui est meilleur pour elle, elle va prendre une position ou une autre. Mais bon, en tant que jeune, on sait tous qu'on est dans un cadre économique de départ. Je tiens à préciser qu'on parle là quand même de l'honneur d'une nation. Je n'ai pas refusé, mais l'honneur d'une nation, ça va également avec la rémunération. Très bien, très bien. Mais cette rémunération, nous sommes en train de parler de deux devises différents, avec de deux pouvoirs acquisitifs différents. Non, dans l'émission, le professeur Fayadi, il a fait part de cela, que justement, il y a cette problématique qui se fait. Et que justement, d'après ce que le ministre a dit, ils doivent mettre tous les moyens en place pour permettre à ce que ces jeunes-là restent au pays. Quand on dit tous les moyens en passe, le cas de la rémunération également fait part des moyens. Et ça nous montre aussi un défi aussi pour le gouvernement. Ça nous montre un défi pour le gouvernement parce qu'ils seront obligés, je pourrais dire obligés, d'y former ces jeunes au Sénégal. Donc c'est un défi, je dis c'est un défi à la mesure qui ont besoin des ingénieurs dans le domaine spatial. Ok, donc c'est à nous maintenant de savoir former ces jeunes ici, à partir d'ici. C'est vrai qu'on ça peut se faire aussi avec des partenariats avec des universités internationaux, mais que ces projets soient réalisés, ces projets internationaux soient réalisés avec base au Sénégal. Oui. Je trouve que aussi c'est intéressant et c'est un défi en même temps. Ça va obliger au gouvernement de regarder ce qui est autour de lui. Il voit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que ça doit être le premier pas. Je considère que d'abord on doit nous centrer sur un projet à court temps. Ce qui notre camarade Karen vient de dire, c'est un projet à long temps, parce que former des personnes en Sénégal sur place, ça va prendre du temps. Il doit y avoir des infrastructures, des professeurs qualifiés et tout ça. L'une des idées que je considère que l'État peut utiliser pour éviter ça, c'est utilisant les entreprises. Je mets un exemple. Le Sénégal prend n'importe quelle entreprise, par exemple. Cette entreprise fait un recrutement pour les spécialités des spatiales, pour étudier les métiers de l'espace. Voilà, à l'extérieur, n'importe quel est le pays, peu importe. Et avec la promesse d'un emploi. Que quand elle va finir, elle va retourner à l'entreprise avec un emploi. Ça sera comme un actif. Ça sera un investissement de l'entreprise à partir de l'État. Bon, de l'État à partir de l'entreprise. Oui, je vois. De cette façon, tu envoies l'étudiant et l'étudiant va revenir. C'est effectif, comme tu dis, c'est effectif que cet étudiant qui va à l'étranger dans le domaine spatial particulièrement, il aura un emploi. Et il y a une demande forte pour les experts dans le domaine du spatial. Oui, en fait, c'est ça en fait. Le problème, c'est comment maintenir la compétition. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant même qu'il puisse terminer sa formation, il y a déjà une demande. Et c'est pas une demande, il a certainement une demande de l'État qui l'a envoyé, donc avec certainement l'entreprise partenaire que l'État avec laquelle l'État a un contrat. Il a certainement une demande aux États-Unis, une demande peut-être en Afrique du Sud, une demande peut-être, je sais pas, en France. Donc,
comment est-ce que l'État peut gagner la compétition? Selon moi, cela devra se faire au travers des contrats, avec des clauses bien précises. Avec des avantages sociaux, par exemple? Voilà. Bien sûr. Oui, des avantages socio-économiques, bien évidemment, mais également, si l'État a décidé d'investir sur toi, oui, justement, tu dois être un retour de valeur. Bien sûr, tu es un actif. Tu es un actif, comme il l'a si bien dit, tu es un actif. Maintenant, la problématique se pose, c'est que on ne met pas de contraintes lorsqu'on investit. Parce que dans les banques particulièrement, il y a des contraintes qui sont faites. Si on considère que l'État c'est la banque et que toi, tu es le projet d'investissement. On doit également te mettre des contraintes. Mais au travers de ces contraintes, on doit également te mettre dans une situation où tu n'es même pas à penser que tu vas te retrouver en train de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis tout simplement. On va hypothéquer ta maison. Non, pas forcément jusqu'à en arriver là. Mais c'est pour faire comprendre que les personnes qui doivent être signataires, selon moi, de ces contrats, doivent être conscients des enjeux. Des enjeux vers lesquels ils vont se diriger. Tu vois, donc ça ne doit pas être des enfants qui doivent signer cela parce que, voilà, ils sont un peu mineurs et tout. Mais à partir du moment où tu es déjà majeur sur le plan de ta nationalité, ça diffère des pays. Voilà. Tu es en mesure de pouvoir signer un contrat qui te lie avec le pays. Oui. Voilà. Alors, vous êtes tous d'accord, vous dites que c'est une bonne idée, mais malheureusement, tout le monde n'est pas de votre avis. Il y a des gens au Sénégal qui pensent que c'est de la gabégie financière, c'est du gaspillage d'argent. Il y a des gens qui pensent que on ne peut pas lancer une fusée dans un pays qui n'a pas d'électricité stable. Vos réactions? Tu es d'accord, Benjamin? Non. Je vais les écouter parce qu'il n'y a pas d'électricité. En tant qu'Africain, oui. Et en scientifique, je suis mitigé. Très bien. Africain, je suis d'accord avec eux parce qu'il y a des problèmes de base qu'il faut résoudre en Afrique. Établir un tel projet dans le domaine du spatial, ça demande énormément d'argent. Rien que pour lancer une fusée à SpaceX, vous savez pas combien de milliards on paye. Oui, parce que on n'a pas des infrastructures de lancement en Afrique, ça n'existe pas. Donc tu vas payer de l'argent à SpaceX, c'est ce que le professeur Faye a dit dans son émission, dans son intervention. Ils ont payé de l'argent et je pense pas que c'était des miettes, comme on dit entre guillemets. Voilà. Donc cet argent-là, on pouvait l'utiliser pour étendre la surface d'électrification au Sénégal. C'est justement ce que les gens disent. Oui. Bon, j'estime que dans le processus de développement d'un pays, il y a une structure qui doit être établie. Le problème, c'est qu'avec la technologie, tellement elle va si vite que les gouvernements se disent, si on se concentre sur les problèmes de base, on risque d'être en énorme déphasage avec la technologie qui sera devant. Donc, on va évoluer sur les deux bords. En même temps, on essaie d'avancer avec les projets de base et en même temps, on évolue avec d'innover un petit peu. Ce n'est pas une mauvaise vision, mais l'Afrique a besoin d'avoir ces structures d'abord. Maintenant, en tant que scientifique, j'estime que cette vision, elle est également améliorative dans le sens où les informations, les données qu'on a avant ne sont plus les données de maintenant. Les métiers qu'on avait avant ne seront plus les métiers du futur. Il est très important qu'on puisse faire cette migration technologique. Et c'est dans ce sens-là que concrètement, le professeur Faye, il a décidé de mettre en implémentation ce projet parce que, effectivement, comme il le disait, un satellite, c'est tellement important pour les télécommunications, par exemple. L'idée que Elon Musk avait fait de mettre en opérationnalité un de ses projets qui est Starlink, particulièrement pour l'Afrique, qui va te permettre de connecter n'importe où en Afrique sans avoir besoin des lignes de télécommunications. Ça, c'est un projet qui pouvait être mis en place par les Africains et investir dessus. Ça pouvait nous aider particulièrement. On en a vraiment besoin en Afrique. Oui, Benjamin, qu'est-ce que toi tu penses? Bon, moi toujours j'ai fait une séparation entre les différents types d'organismes et ministères qui composent un État. D'accord. Chaque organisme et ministère va proposer à l'État un certain plan, un certain projet. Et l'État va dépasser certaines quantités d'argent par rapport à ce qu'ils vont faire. Maintenant, s'il y a certains ministères, certains organismes, que ces plans ont des résultats, ça, je considère que ça, c'est une façon de faire à les autres qui aussi, ils doivent mettre... Ça va motiver les autres à travailler comme eux. Non, pas motiver, ça doit être une obligation. D'accord. Parce que si est-ce que toi et moi on a présenté un projet, mon projet c'est plus lourd que le tien, mais mon projet ça déjà
nous avons des résultats et ton projet, pas encore. Ça, c'est un problème. C'est pour cela, autant qu'en Afrique, on dit qu'il n'y a pas d'électricité. Comment un pays où il y a un plan spatial comme celui-là, il y a problème des électricités. C'est-à-dire que l'organisme qui est géré de l'électricité ne forme pas bien son travail. Donc tu penses que les gens ont raison, la population a raison? Non, je ne considère pas que la population a raison. On doit penser... On doit penser différemment. On doit voir l'État comme une entreprise à long temps. À long terme. Voilà, à long terme. C'est-à-dire, cet investissement des projets spatials, ça va donner des coûts en futur. À la fin, on va avoir un retour de ce qu'ils ont investi. Par exemple, maintenant, ils ont dit que l'une des premières utilisations de ces satellites, c'est pour la météorologie et la capture d'images. Oui. Grâce à ça, maintenant, Sénégal ne va pas acheter cette image à l'extérieur. Oui, ça, c'est une quantité d'argent que ça va rester chez eux qui justement, peuvent utiliser. Bon, on devait parler des retombées économiques de ce projet. Parce que c'est vrai, on se dit que le pays a des problèmes d'électricité, c'est peut-être pas la bonne solution, mais on doit aussi se dire que ça fait rentrer de l'argent. Oui, bien sûr. On a dépensé de l'argent, mais ça va faire rentrer de l'argent. Oui. Et c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre, en fait. On doit réaliser que c'est un investissement qui peut être bénéfique pour l'État. Oui, bien sûr, on a parlé ici, comme il a si bien dit Benjamin ici présent, l'entreprise en elle-même, elle s'est consacrée pour construire son satellite qui sera en mesure de pouvoir capter des données dans le domaine de la météorologie et des images et de la capture d'images. Aujourd'hui, le professeur Faye l'a si bien dit, tu ne peux pas te déplacer, par exemple, prenons un cas simple. Quand tu veux, par exemple, aller dans un lieu que tu ne connais pas, tu utilises la géolocalisation. La géolocalisation a besoin des données sur le plan géographique, en fait. Ces données géographiques-là, elles sont données par des satellites. Des satellites, oui. Et particulièrement la technologie GPS qui a été implémentée par les États-Unis, c'est celle-là qu'on utilise. Si au travers de cela, avec le satellite que le projet que le professeur Faye a mis en place au travers de cette entreprise Sensat, en mesure de ne plus pouvoir utiliser forcément ces données-là d'autres entreprises européennes et utiliser les données de leurs satellites, ça va faire gagner de l'argent à des entreprises qui utilisent particulièrement ces données de géolocalisation au Sénégal. Oui. Prenons par exemple les données météorologiques. Comme on l'a si bien dit, les données météorologiques, on les paie. Oui, c'est très cher. On les paie et ça coûte énormément cher, comme tu l'as. Surtout lorsque ça vient de l'étranger. De l'étranger, oui. Les spécialistes qui font des travaux autour de manipuler les données, faire des tests pour qu'on puisse avoir des approximations exactes, ça coûte des blindes. Oui. Autre chose que je vois, c'est que toujours qu'on parlera des avancements technologiques, il y aura toujours une partie de la population qui va donner ce genre de commentaires, qui va dire non, mais il y a des choses, il y a des nécessités, des besoins plus importants, alimentation, santé et tout. C'est vrai. Mais aussi, il faut regarder dans l'aspect pourquoi ils ont créé cette satellite. Pourquoi donc quels sont les besoins qui le pays a quand même est en train de gérer. Pourquoi ils ont essayé de dire ok, d'accord, on va faire la conception d'une fusée. Oui, on va faire la conception d'une fusée. Quelles seront les missions, les objectifs de ces fusées? Donc comme Benjamin était là en train de dire, il y a 12 objectifs principaux, que c'est les missions imagerie et l'autre de collecter, la météorologie, voilà. Et Joseph, il a dû expliquer parce que en même temps, ça va créer d'emplois dans une partie. Oui, ça va créer d'emplois. L'autre aussi, ça va favoriser, je pourrais dire, des investissements, des nouveaux investissements au Sénégal. Oui, en parlant d'investissement, est-ce que on parle d'investissement dans le secteur privé ou public, selon vous? Dans les deux. Oui, dans les deux, bien sûr. Dans les deux, je m'explique. Il y a des entreprises, par exemple, je prends le cas de Itch. Oui. Pour pouvoir utiliser Itch, on a besoin des données de géolocalisation. Si Itch estime que concrètement, payer par exemple les données au niveau des entreprises internationales coûte plus cher que les payer par exemple au niveau de l'entreprise, de l'implémentation qui est en train de faire par le professeur Faye au travers de cette entreprise Sensat, c'est tout lucratif pour eux parce qu'il s'agit que d'argent. C'est du business. D'accord.
Je suis sûre quand même que cette satellite va aider dans plusieurs domaines au Sénégal, soit le domaine de santé, soit dans le domaine de prévention, je pourrais dire de prévention des situations climatiques, imagine. On aura des images et tout. Donc, c'est possible de faire une prévention sur des zones qui seront inondées, par exemple, dans les zones qui, il y a des sèches. Dans plusieurs domaines, il y aura des bonnes choses quand même que cette initiative va apporter. Pour apporter une continuité justement à ce que Karen disait ici là, le procès fait parler des marées noires parce que justement il y a des découvertes depuis du pétrole maintenant au Sénégal. Pour ceux qui s'informent, il a dit que grâce aux imageries qui seront offertes par le satellite en question, on sera en mesure de pouvoir délimiter les zones pour éviter que une catastrophe naturelle se produise. Il s'agit même également pour le même cadre dans les inondations. Donc ce n'est pas une gratuité de permettre là. On pourrait peut-être aussi contrôler les flux migratoires parce que c'est aussi un réel problème. C'est un réel problème qui s'effectue là-bas. En Afrique. On va terminer par... on va parler de coopération internationale. Je pense que le Sénégal doit ou devrait envisager des coopérations internationales avec ce bijou-là. Parce que c'est effectivement un bijou, vous venez de le dire. On parle d'un objet révolutionnaire, de technologie, quelque chose qui va servir à toute une nation, et pourquoi pas faire en profiter tous ceux qui voudraient en profiter, tous ceux qui ont les moyens d'en profiter aussi. Ça pourrait être un moyen de revenu. Oui, bien sûr. Je considère que la collaboration du Sénégal avec les autres pays d'Afrique, c'est juste là-bas. Par exemple, c'est ce qu'on va parler qu'à la fin, le Sénégal va arriver à établir une école de formation pour la construction, les maintenances, le traitement des données. Il y aura des personnes qui vont sortir de différents pays de l'Afrique pour aller au Sénégal, seulement pour apprendre ça et pour l'appliquer chez eux. Et aussi, on aura des collaborations par rapport à les types de services que le Sénégal paie, les satellites du Sénégal peut offrir à tous les autres pays. Donc, c'est une très bonne chose, normalement. Oui, je crois aussi. Il est fait aussi que le Sénégal a maintenant des ingénieurs qui ont participé à la conception de cette satellite. Ça aussi, ça va d'abord encourager des autres pays aussi africains à ne pas seulement acheter un déjà prêt, mais former aux gens pour qu'ils puissent, faire la continuation de ce genre de projets. Parce que c'est un début. C'est un début, mais non, c'est un début. Et ça va continuer parce que on est en train d'innover, de prendre des nouvelles technologies, on vit notre espace quand même dans le marché international. Donc, je crois que ça, c'est une continuation. C'est une question vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que la mise en place d'un tel projet va forcément initier des partenariats entre les entreprises privées. Il y aura de la création d'emplois, comme elle a si bien dit, des domaines qui sont annexes au domaine du spatial, par exemple le domaine de la gérance des données, parce qu'on ne peut pas avoir tous ces éléments-là sans traiter des données en fait. Je prends le cas d'un simple exemple. Aujourd'hui, on est dans l'agriculture 2.0. L'agriculture qui se fait au travers des drones. Ces drones ont besoin d'informations, ils ont besoin d'utiliser des images pour pouvoir cibler des terrains, savoir dans quel terrain particulièrement il y a plus de phosphore, il y a plus d'azote et il y a plus de potassium parce que on va dire concrètement, ce sont les 3 éléments nutritifs dont une plante a le plus besoin. Grâce à ces images-là, pour des entreprises qui sont justement dans le cadre innovatif de l'agriculture 2.0, elles pourront les utiliser. Ça va aider ces entreprises-là. On a parlé de la géolocalisation. On parle également aussi pour les partenariats avec des autres pays africains. Parce qu'on va dire concrètement, le Sénégal, je sais pas, je pense ils sont les premiers initiateurs d'un tel projet. Bon, les premiers peut-être en Afrique subsaharienne. Subsaharienne particulièrement. L'Algérie a déjà son satellite avec son projet. Je pense que l'Afrique du Sud aussi. L'Égypte aussi. L'Égypte aussi. Oui, quand on parle d'Afrique, on parle particulièrement de l'Afrique subsaharienne. Oui, ils sont les initiateurs en fait. Il est plus facile de faire des affaires avec ceux qui concrètement parlent la même langue que toi. Je pense qu'on parle communément tous le français. Donc, et on a des partenariats ensemble. On a une communauté qui nous rejoint ensemble. Donc, les pays qui sont établis dans cette communauté et les entreprises qui auront besoin de telles informations au travers de ces satellites-là
seront plus à même d'aller faire des affaires avec le Sénégal qu'avec d'autres pays qui sont peut-être en Occident, parce que les coûts seront amoindris, forcément. Oui, certainement. Ouais. Donc, c'est un projet forcément innovateur et qui est important pour tout le monde, et voilà, nous serons tous à même de pouvoir profiter d'une telle innovation. On va terminer notre émission sur ces mots de Joseph. Je remercie mes auditeurs, je vous remercie, vous, chers invités. Je remercie également Asiba, qui est toujours avec nous à la réalisation. Et je vous invite, chers auditeurs, à retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur notre application sur le web. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.